Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Aujourd'hui, nous allons parler du prochain gouvernement puisque un peu plus d'un mois depuis les élections législatives et toujours pas de nouveau gouvernement, ni même un nouveau Premier ministre. Ce soir, nous nous intéresserons aussi à une formule qui revient de manière récurrente dans les communiqués officiels. C'est sur instruction du président de la République. C'est cette formule qui revient à chaque fois dans ces communiqués des ministères pour annoncer le travail d'un ministre, la mission d'un ministre. Mise en service d'une usine, déplacement du Premier ministre, mission diplomatique à l'étranger pour un tel ou tel ministre, suivi des blessés après un accident, participation à des funérailles officielles, autant d'actions gouvernementales présentées comme étant décidées ou autorisées directement par la présidence de la République. À travers plusieurs exemples récents, nous tenterons de comprendre ce que révèle cette communication politique. Quel est le rôle réel du gouvernement dans la conduite des affaires publiques? Les ministres disposent-ils d'une autonomie d'action suffisante? Et quel message est envoyé surtout à l'opinion publique lorsque chaque initiative de terrain semble renvoyer à une décision présidentielle? C'est ce que nous allons débattre ce soir avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir, avec moi ici sur le plateau, Djamel Gessoum, militant politique et chercheur en sciences sociales. Djamel, bonsoir. Un plaisir de vous recevoir à chaque fois sur ce plateau. Merci Adel, merci pour votre invitation et mes salutations à la régie, au peuple algérien et à votre autre invité. Merci Djamel. Et depuis l'Algérie, où se trouve justement le président Tebboune et ses ministres, nous venons d'être rejoints par le journaliste et militant politique Abdelkrim Zrilesh. Abdelkrim, bonsoir. Bonsoir mon ami, merci pour l'invitation. Bonsoir à Si Jamel et à l'ensemble des auditeurs. Merci à vous d'être des nôtres ce soir. Euh, Djamel Gessoum, un mois et 2 jours depuis les dernières législatives, toujours aucun signe du nouveau gouvernement, ni même la démission du gouvernement sortant, puisque il y a, il y a eu des législatives, il y a eu une majorité présidentielle qui s'est constituée, comme d'habitude, entre les partis qui portent allégeance au gouvernement et au président et à son programme. Alors d'abord, ce gouvernement ne peut pas déposer sa démission car il y a des articles de loi et particulièrement la Constitution qui précise qu'à partir du moment où il y a une démission du gouvernement, le gouvernement doit être, un nouveau gouvernement doit être proposé dans un délai imparti. Je n'ai pas le détail de cette loi de la Constitution, et donc ce gouvernement ne peut pas déposer sa démission. Est-ce que un mois, est-ce que c'est dans les habitudes après chaque élection législative? Cette question, je ne la maîtrise pas. Mais est-ce que, en même temps, cette annonce ne sera pas faite plutôt début septembre? Car constituer un gouvernement, en tout cas, si la démarche est prise sérieusement, ça demande du temps, à moins qu'ils aient anticipé cela. Donc, c'est un peu effectivement un brouillard, mais il n'y a pas d'inquiétude. De toute façon, je ne pense pas qu'un nouveau gouvernement, je ne suis pas quelqu'un de négatif, mais je ne pense pas qu'un nouveau gouvernement qui arriverait aujourd'hui changera quoi que ce soit. Malheureusement, je suis un peu pessimiste sur la question, mais c'est mon droit. Donc je ne pense pas que cela va changer grand-chose, sauf s'il y a des surprises dans l'annonce du nouveau gouvernement. D'abord, est-ce que ce sera aussi une question importante, est-ce que ce sera un Premier ministre ou un chef de gouvernement? Ce sera un Premier ministre. Donc, déjà ça, parce que selon justement
selon les articles de la Constitution, l'article 105, je pense, c'est-à-dire on parle de majorité parlementaire lorsque les partis décident de constituer une majorité selon les résultats, selon les sièges qu'ils ont pu obtenir lors de ces élections législatives. Et ils décident justement de ne pas appliquer le programme du président de la République. Là, donc, il y a une majorité parlementaire qui va proposer un chef du gouvernement. Mais dans le cas actuel, les partis se sont déjà exprimés, tels que le FLN, le RND, les 4 premiers en tout cas. Ils se sont dit que nous sommes la majorité présidentielle. Mais et la majorité présidentielle existe, elle est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Dans les écrits. Et donne la possibilité, enfin, donne le quitus au chef de l'État de désigner un Premier ministre. Mais dans le même temps, depuis 2019-2020, il n'y a jamais eu de corrélation entre la majorité parlementaire et la constitution du gouvernement. Et donc, on voit bien que 6 gouvernements en 6 ans ne montrent pas une stabilité politique. Donc je dis que s'il n'y a pas de corrélation entre la majorité parlementaire et la constitution du gouvernement, en finalité, on restera sur le même schéma. Donc, une personne qui sera nommée par le président avec des ministres qui ne seront pas issus de la majorité parlementaire, alors qu'il aurait fallu, je pense, que le gouvernement soit constitué par d'abord une entente entre les grands partis au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, et de proposer des ministres. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Et donc il n'y aura pas de logique cohérente politique entre le président et le futur gouvernement. Merci Jamel Gsoum. Abdelkarim Zghilech, on entend toujours sur instruction du président de la République, sur instruction du président de la République, sur instruction du président de la République, que ce soit pour les activités du Premier ministre ou même pour les autres ministres. Pourquoi en fait à chaque fois c'est sur instruction du... Est-ce que c'est une simple coordination entre la présidence et le gouvernement, aussi une centralisation de la décision politique autour de la seule personne du chef de l'État? Mon ami, si tu permets, avant de répondre à cette question-là, je voudrais rebondir sur la première question, aller sur un point que j'estime important et fondamental, et j'ai toujours essayé de défendre ce point-là. Malheureusement, en Algérie, nous avons cette habitude, ou je ne sais pas, cette malheureuse habitude, ou cette poisse. On ne connaît pas, on connaît pas les gens qui nous gouvernent, on ne les connaît pas. Si je prends, par exemple, il y a un exemple concret, l'actuel Premier ministre. Avant qu'il ne soit Premier ministre, les Algériens ne le connaissaient pas. Tout à fait. Nous avons découvert ce monsieur-là le jour où il a été nommé Premier ministre. Et ce n'est pas le premier, c'est-à-dire que je prends juste cet exemple-là, parce qu'on peut le multiplier sur tout le monde. Il est bon, il marche sur tout le monde. C'est une fois que le ministre des Finances est nommé ministre des Finances qu'on découvre ce monsieur. C'est une fois que le ministre de l'Intérieur est nommé ministre de l'Intérieur qu'on découvre. C'est-à-dire que nous, autant qu'Algériens, nous n'avons aucune information sur le précédent politique de ces gens-là, leur positionnement idéologique, tout bêtement. Ça peut être un critère que les Algériens, moi, je ne dis pas les Algériens, je dis moi, je voudrais bien quand même savoir quel est le positionnement idéologique du Premier ministre avant qu'il ne soit Premier ministre. On est dans un paradoxe, total en réalité. Réellement, on est dans un paradoxe total dans tout pays qui se respecte, dans tout pays normalement constitué. C'est une majorité parlementaire qui va désigner, on va dire, ces ministres, les gens qui vont... C'est les majorités parlementaires qui vont décider des gens qui vont avoir des portefeuilles ministériels. Et ces gens-là, c'est à travers, je dirais, une carrière politique. En disant une carrière politique, à ce point-là, que ce soit dans l'opposition ou à ce point-là, pratiquement, je pourrais dire que ce n'est plus l'élément essentiel. À travers une carrière politique et des postes
déjà occupé que la personne arrive au poste de ministre. Et à travers cette carrière-là, ces personnes-là ont des positions politiques, ont des déclarations économiques, ont des déclarations sociales, ont des déclarations d'ordre diplomatique. Et la population, les gens qui s'intéressent à l'acte politique, connaissent ces gens-là à travers leur carrière politique. Et nous, en Algérie, réellement, il y a une chose qui est incroyable. Le Premier ministre, on découvre cette personne-là, que cette personne-là existe tout court, que ce monsieur, cette dame, c'est pas ça la question, existe le jour où il est nommé Premier ministre. Je voulais juste, Yanni, parler de ce point-là que je considère, et j'imagine que Oui, oui, oui. va être parfaitement d'accord avec moi sur ça. C'est pas normal. C'est pas normal que les Algériens découvrent qui gouverne le pays, qui dirige le pays le jour de sa nomination. Voilà. Sinon, sur la deuxième question qui était sur le fait que on attribue à Monsieur le Président la totalité des franchement aussi ça c'est lorsqu'un pays présente toutes les décisions comme étant celles du président de la République. Voilà, on va essayer d'être simple et simpliste. C'est une question fondamentale. Il y a une question fondamentale plutôt à se poser. Quel est alors le rôle d'un gouvernement? C'est quoi un gouvernement? Il sert à quoi? Si on attribue toutes les décisions à une seule institution, qui est la présidence de la République pour ne pas viser principalement la personne du président de la République. Dans le fonctionnement classique d'un État, le gouvernement n'est pas un simple exécutant chargé d'appliquer la volonté d'un seul homme. Il est censé, normalement, prendre l'initiative. On n'est pas en train de réinventer la roue. Il est censé élaborer des politiques publiques, débattre des solutions, arbitrer les différents en plusieurs options, assumer les responsabilités collectives, rendre des comptes sur les résultats obtenus. Les ministres sont nommés pour administrer leur secteur et avoir aussi ce qu'on pourrait appeler une certaine liberté d'action, chose que en disant, en attribuant plutôt la totalité des décisions au président de la République, cela veut dire implicitement qu'on est en train de dire que les ministres n'ont aucun pouvoir d'action. C'est incroyable. Les ministres sont nommés pour administrer leur secteur respectif, proposer des réformes, présenter pratiquement leur programme. Un ministre n'est pas censé être toujours d'accord avec un programme présenté par un président de l'État. C'est ce qu'on voit partout dans le monde. Maintenant, en tout cas, c'est à l'inverse. Chaque annonce, chaque projet, chaque réforme, chaque décision est systématiquement attribuée au président de la République. Cela donne l'impression, pas l'impression, cela donne la preuve, pas l'impression. Cela donne la preuve que le gouvernement n'exerce qu'un rôle secondaire. Les ministres apparaissent c'est comme de simples exécutants, c'est des administrateurs. C'est des gens qui travaillent dans une administration, ce n'est plus des ministres. Ils perdent leur statut de ministre. Je pense que j'ai un peu pris trop de temps de parole. Hein. Non, il n'y a pas de souci, M. Zrilech. Restez avec nous. Si je peux terminer rapidement, terminer rapidement, dans cette situation-là, quand on met les ministres eux-mêmes dans une situation pareille, on les affaiblit, on les décrédibilise, on les sort de leur rôle naturel. Et les ministres apparaissent alors davantage comme des exécutants, des porte-paroles de leur propre ministère que de véritables responsables politiques réellement disposant d'une marge d'initiative et d'une marge de manœuvre. Voilà. Merci, M. Zrilech. Djamel Ghessoum, je pense que vous voulez rajouter quelque chose, non? Oui, je voulais rajouter quelque chose. D'abord, je suis d'accord avec ce que dit M. Zrilech parce que c'est de bon sens. Moi, je suis toujours d'accord avec le bon sens qui n'est pas une forme d'idéologie. Je voudrais juste ajouter
un élément qui va un peu dans le sens de ce qui est dit par M. Zrilich et ce que j'ai dit auparavant, c'est que j'ai été très instruit par l'intervention de M. Tebboune en Allemagne. Lorsque... L'appel aux opposants? Non, pas simplement l'appel aux opposants. Non, pardon, pas en Allemagne, mais lors de la dernière conférence de presse qu'il avait eue avec les deux journalistes. Avec les deux journalistes. Écoutez, parce que c'est très, très intéressant. La journaliste lui a posé la question, est-ce que vous concevez qu'il y ait un ministre issu de la diaspora? Et M. Tebboune a répondu et a fait part de sa philosophie. Je pense que c'est passé à la trappe, inaperçu, mais très, très importante. C'est qu'il a dit, oui, s'il répond à toutes les prérogatives et entre ce qu'il doit faire, surtout qu'ils ne sont pas politiques. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet en disant, mais Monsieur le Président, si vous nommez un ministre, c'est politique de fait. Est-ce que vous voulez des purs exécutants? Oui, c'est un poste politique. Tout à fait. Donc, est-ce que vous cherchez des administrateurs? Et c'est ce qu'a dit M. Zrilich, et c'est exactement ce que je dis. Et donc, M. Tebboune a sa philosophie sur les membres du gouvernement, et ils ne doivent pas être politiques. Or, le poste de ministre est éminemment politique, et il a toute une batterie d'administration et d'administrateurs pour mettre en œuvre sa politique. Et donc, si on demande, et si on dit que c'est possible d'avoir un ministre de la diaspora parce qu'il n'est pas politique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, ça retire tout le sens d'un gouvernement, de ministres qui sont censés être politiques et être choisis sur cela. Pour terminer sur ce que disait M. Zrilich, effectivement, ça serait bien qu'on connaisse les gens qui ont un parcours politique pour des postes politiques. Et évidemment, c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai, le Premier ministre, pratiquement 2019, on ne voit plus de ministres politiques. On ne connaît pas ces ministres, on ne connaît pas leur parcours. Et donc, si on est en démocratie, M. Tebboune dit que nous sommes en démocratie, alors il doit nommer des politiques, et des politiques chevronnés, et donc qui ont un parcours. Évidemment que l'avantage de mettre des ministres inconnus, ça comporte quand même un avantage, c'est qu'ils ne peuvent pas être critiqués. Quand vous mettez quelqu'un qui n'a pas d'expérience et sur lequel le peuple n'a pas de vue, vous ne pouvez pas le critiquer, vous êtes obligé d'attendre. Exactement. Vous voyez, et donc, en renouvelant les gouvernements, parce qu'il y a eu 2 gouvernements, Ayman Abdelrahman, 2 fois... et on ne peut pas polémiquer dessus, parce qu'il n'a pas de déclaration antérieure. Il n'a pas de déclaration antérieure, donc on ne peut pas savoir. Tout à fait. Justement, sur les critères dont a parlé Tebboune pour la nomination de ces ministres, on va écouter exactement ce qu'il avait déclaré à ces journalistes. سيادة الرئيس، هل التشكيلة الحكومية الجديدة ستعرف دخول الأحزاب وأنتم تتكلمون عن الأحزاب وعن الحوار مع الأحزاب؟ أنا مانيش ملتزم إلا بالدستور. الدستور يقول ما دام في أغلبية رئاسية الحكومة تكون كما لازم تكون وخلاص. سي با الانتماء، ماهوش الانتماء اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش، سي الكفاءة و حب الوطن. بيان سور كاع فيهم حب الوطن، هذه ماشي كتفي واحد، ولكن الكفاءة في التسيير، كفاءة مش أفكار نظرية. La compétence et l'amour de la patrie. Est-ce que vous avez aujourd'hui les compétences requises pour devenir ministre de Tebboune? Alors, voilà une question piège. J'accepte le jeu. Alors, je n'ai pas ces critères à lui, en tout cas, pour savoir si je ferai un bon ministre ou pas. Il a 2 critères, c'est la compétence. Je suis au regret de dire que sur les ministres précédents jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu de compétence. Donc, si c'est celle-là la compétence, alors oui, parce que c'est facile à voir. Sur la question de l'amour de la patrie, il n'y a pas un Algérien qui n'aime pas son pays. Et donc, tous les Algériens, de ce point de vue-là, peuvent être tout à fait ministres. Mais j'aimerais connaître quels sont les critères de M. Tebboune qui définissent ce que c'est qu'un bon ministre. Un bon ministre, c'est d'abord avoir une langue politique. C'est de connaître les institutions, d'avoir un projet propre à son ministère et qui sache le mettre en batterie et en jeu à travers toutes les administrations. Si c'est cela, le critère de référence, alors je peux dire oui, parce que j'ai une expérience de 38 années de management de projet, ça n'est pas une candidature, bien évidemment, c'est évident, mais oui, vis-à-vis de la qualité, je dirais, je ne dénigre Vous êtes prêt si on personne. fait appel à vos services? Alors,
je ne suis pas sûr d'accepter si on me faisait la proposition pour une raison très simple. C'est que je sais pertinemment que je n'aurai pas la main sur mon portefeuille et que je ne pourrai pas agir en politique. Donc, de ce point de vue, je ferai comme tous les ministres. Donc, ce serait, je pense, non. Merci, Jamel. Abdelkarim Zghilech, Tebboune, dans ses critères de désignation de ministre, a parlé de l'amour de la patrie. Qu'est-ce que veut dire l'amour de la patrie pour vous? L'amour de la patrie, moi je pensais déjà faire son travail convenablement. Déjà, être digne et responsable de ce qu'on doit faire. Mais ceci, le vocabulaire, l'amour du pays, c'est-à-dire pour prendre un truc. C'est pas quantitatif, ça. C'est pas des éléments quantitatifs. On est en train de développer vraiment un discours populiste, là. C'est-à-dire, parmi les critères pour choisir un ministre, c'est qu'il aime son pays. Bon, je ne sais pas s'il y a un Algérien qui n'aime pas son pays. Est-ce que ça, c'est un critère? Nous sommes loin de la technicité dans toute chose. Cette personnalisation du pouvoir présente plusieurs inconvénients. On est dans un état d'esprit tiers-mondiste. Voilà, je ne me cache pas, moi, je n'ai pas honte de le dire. L'Algérie est un pays du tiers-monde. On réfléchit de la façon avec laquelle le tiers-monde réfléchit. Et cette personnalisation du pouvoir présente plusieurs inconvénients. Réellement, elle concentre la responsabilité politique sur une seule personne ou un nombre très limité de personnes. Ce qu'on a déjà vu et ce qu'on voit en Algérie. Le pouvoir est concentré chez un nombre très limité de personnes et ceci n'est pas du tout normal. Elle peut également décourager le débat interne et donner l'impression que les institutions existent davantage pour entériner des décisions que pour les construire. Et ce qu'on est en train de vivre, mon ami, je ne sais pas, si tout le monde se rend compte à long terme, quand je dis à long terme, à moyen terme, c'est même pas à long terme, à moyen terme, une telle organisation peut fragiliser les institutions de l'État, peut fragiliser les institutions de n'importe quel État, même si l'État était à la base solide. Mais je ne pense pas qu'on ne dispose pas uniquement l'État sur la personne du président de l'État. C'est chose qu'on est en train de faire maintenant, justement. Je reviens à la première question, en attribuant toutes les décisions et toutes les réalisations et toutes les victoires, entre parenthèses, entre guillemets, à la personne du président de la République. On est loin d'une répartition claire des responsabilités. On est très loin d'une répartition claire des responsabilités. Nous n'avons même pas atteint encore, je dirais, j'espère me tromper, mais je ne pense pas me tromper. On n'a même pas encore atteint ce niveau de réflexion. On n'a pas encore atteint ce niveau de réflexion et on est en train de vivre pratiquement quotidiennement les résultats de ce mode de réflexion. L'échec des politiques publiques et l'échec des politiques publiques et dans plusieurs secteurs. Et la preuve évidente que ce mode de gouvernance à court terme ou à moyen terme va finir par déstabiliser totalement, quand je dis déstabiliser, mais totalement les institutions de l'État. Voilà, mon ami. Vous avez parlé des ministres et des premiers ministres qui parlent à chaque fois de la réalisation en fait, qui attribuent toutes les réalisations au chef de l'État, mais aussi les premiers ministres qui parlent aussi de l'application pleine et entière, exclusivement du programme du président. On va voir ensemble cette compilation des 6 premiers ministres passés sous Tebboune. وأنا متأكد بأن ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا. سيزيدنا عزما على العمل بكل جهد وتفاني من أجل تطبيق فعال لبرنامج
البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية، هذا البرنامج الذي سوف يسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة. وإنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الطموح، والذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني، وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار. الجمهورية نكون معكم صادق، وش قال لي بالحرف الواحد عندما توليت الوزارة الأولى؟ قال لي باللغة الأجنبية notre mission c'est le peuple. المهمة تاعنا هي الشعب. إذا تأكدوا باللي الحكومة الحالية المهمة تاعها هي الشعب في خدمة. Notre mission, c'est le peuple, je doute fort, mais tous les 6 ministres de M. Tebboune ont déclaré vouloir mettre en œuvre le programme du président. Qu'en est-il? Plutôt que de le dire, il faudra peut-être le faire si on connaît ce programme. Ça, c'est la première des choses. Et moi, ce que j'ai envie de dire à M. Tebboune, dans le cadre de la constitution du nouveau gouvernement, c'est de lui dire, ne faites pas l'erreur de choisir un ministre par rapport à une technique, par rapport à une technicité. C'est une erreur fondamentale. On ne prend pas un ministre de la Santé parce qu'il serait médecin. Ce n'est pas sa fonction. Un ministre, c'est une personne qui est capable de ressentir la complexité de son portefeuille et de savoir mettre en jeu et en lumière toutes les administrations pour mettre en œuvre un projet. Les technocrates ont montré leurs limites? Non, les technocrates, c'est dans l'administration. Et il ne faut pas mélanger les choses. Un politique dont on ne verrait que l'aspect technique serait une grande erreur. Ça a été le cas pour le jeune qui avait été nommé ministre des startups, etc. Il a été pris parce qu'il était dans un peu l'informatique, etc. Il y est toujours. Hein. Il y est toujours. Mais il est à l'agriculture. Il est à l'agriculture. C'est une erreur fondamentale. Il y a un blackout ces jours-ci sur lui. On ne parle plus de lui, on ne le voit plus à la télévision, il ne fait aucune déclaration. Je ne sais pas lire dans la mare de café, donc je ne peux pas faire de ce qu'on appelle une supputation sur lui, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est en retrait, on ne sait pas pourquoi. Mais j'insiste vraiment, un ministre, c'est un politique, ça n'est pas un technicien, il n'a pas à connaître le domaine qu'il porte. Un bon ministre de la Santé ne devrait même pas, à la limite, savoir ce que c'est qu'un Doliprane. La question n'est pas là quand on a un gouvernement politique. Et je dis au président de la République... Mais si un ministre ne sait pas c'est quoi, un ministre de la Santé qui ne sait pas c'est quoi un Doliprane, qu'est-ce qu'il va faire à la santé selon vous? Ce qu'il va faire, de quoi doit-il, il est entouré de techniciens. De quoi doit-il être capable? Il doit être capable de manager une administration nationale et locale. Il doit être capable de prendre des mesures parce qu'il y a une équipe de techniciens autour de lui et des conseillers. Et il a une grande administration. Et c'est de cette manière-là qu'il peut gérer. Aussi. De rassurer. Et vous savez, sociologiquement, parce que c'est mon domaine, sociologiquement, il est beaucoup plus rassurant pour le peuple algérien d'avoir affaire à un politique qui a des positions politiques sans connaître son domaine, qui est capable de trancher. Vous savez, la question de chef, on pourrait parler du chef de l'État, on pourrait parler d'un chef d'équipe, d'un chef de service. Sociologiquement, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions, de les assumer, de trancher et de faire que son équipe se sente en sécurité et sanctionnée. Voilà ce que c'est qu'un bon ministre. Un bon ministre, ça n'est pas un technicien. Les technocrates, il en faut. Un technocrate ne doit pas avoir d'idée politique. Il doit mettre en œuvre la politique de son ministre. Le ministre doit mettre en œuvre la politique soit de la majorité parlementaire, soit le projet ou le programme présidentiel. Et donc, si le président Tebboune veut un gouvernement, normalement, ça devrait être le dernier, j'espère, parce qu'on en a 6 quand même. Les fusibles, ils ont santé. C'est de mener, en tout cas de nommer un gouvernement de vraie politique. Ne cherchez pas à savoir s'il connaît l'informatique, ne cherchez pas à savoir s'il est technicien dans tel ou tel domaine. Prenez un politique qui a un parcours,
même difficile, mais qui a un parcours. Et là, on verra ce que c'est un gouvernement. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le peuple algérien ne connaît aucun ministre, ne connaît pas du tout son parcours? Ils ont pratiquement tous sauté et on ne garde aucune mémoire, ni des ministres, ni des premiers ministres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la base la plus importante qui est la politique. Merci Jamel. Abdelkarim, qu'est-ce que vous retenez, vous qui êtes sur place en Algérie, des 6 premiers ministres passés sous Tebboune? Franchement, absolument rien. Je pense que M. Boussoum vient de faire un topo excellent, un résumé pragmatique, académique, sur une réalité par rapport aux 5 ou 6 premiers ministres que vous venez de faire passer sur ce clip-là. On ne garde absolument rien, parce que ces gens-là, avant qu'ils soient premiers ministres, il faut bien comprendre ceci. C'est clair, c'est simple. Avant qu'ils soient premiers ministres, personne ne les connaissait. Pendant la période où ils étaient premiers ministres, ils ne faisaient que, ce que répétaient tout le temps, appliquer le programme de Monsieur le Président. Donc, ils n'ont eu aucun acte individuel, aucune décision personnelle qui pouvait marquer l'esprit des gens. Et surtout, une fois qu'ils sont plus premiers ministres, ils disparaissent complètement. Ils disparaissent de la circulation. Tout à fait. Non seulement on ne les connaît pas avant, pendant, ils ne font rien pour se faire valoir, et après, ils disparaissent totalement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de ces gens-là? Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, et ce que également a développé M. Boussoum. Ces gens-là n'ont rien à voir avec la politique, alors qu'un poste de ministre est un poste éminemment politique. Nous, on ramène des administrateurs, je ne dirais même pas des technocrates, je dirais des administrateurs, des chefs de service, on les fait évoluer dans un plan de carrière sur un poste de ministre. Et dans la réflexion de ces ministres-là, il n'y a aucune différence entre le poste de ministre et un chef de service, sauf le salaire. Merci Abdelkarim. Pourquoi justement je reviens à ces premiers ministres, à l'application du programme du président de la République? Est-ce que vous pensez qu'ils ont réussi réellement à appliquer un programme ou à apporter un plus pour la société, pour la population? Écoutez, le premier reflet de la réponse à cette question est de poser la question justement au peuple, et à savoir, est-ce qu'ils ont retenu dans leur mémoire individuelle ou collective des choses qui ont évolué dans parce que je crois qu'il y avait 54 points lors du premier mandat de M. Tebboune, le deuxième j'ai oublié, mais pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'il y ait des points importants, en tout cas des points tout court, qui marquent la mémoire du passage de ces 6 gouvernements, 2 fois Gerrad, 2 fois Ben Abdelrahman et d'autres, M. Al-Arabawi et le dernier. Il n'y a rien d'indicatif qui montre ou qui démontre qu'il y a eu des choses concrètes de fait par chacun de ces gouvernements. Et c'est là où se situe le gros problème, c'est que l'ensemble de ces premiers ministres, ce n'étaient pas des chefs de gouvernement, parce que sinon ils auraient peut-être la pression au moins de l'Assemblée nationale. C'est là la différence qu'il y a entre une personne choisie par l'Assemblée nationale et choisie par le président de la République. Mais toujours est-il que l'absence de connotation politique, et ça n'est pas quelque chose de vulgaire, il faut être un politique pour être au gouvernement. Si vous choisissez des administrateurs, il faut dans ces cas-là les appeler des administrateurs. Mais un ministre, en tout cas, vous savez, moi je vous donne un exemple très simple. Je ne suis pas né en Algérie, j'ai vécu toute ma vie en France, et puis il y a des noms qui me reviennent des années 70, des gens qui étaient ministres sous Boumedienne. Il y avait un conseiller aussi qui était M. Alaoum. Il y a plusieurs ministres, dont un avec qui j'ai eu un clash d'ailleurs, qui était ministre de la Culture en dernier lieu et qui travaillait avec le président Boumedienne, rahimahullah. Et je me souviens de ces gens qui étaient des vrais politiques dans les années 70 et qui ont marqué l'histoire politique algérienne, dans un sens comme dans l'autre, mais ils ont marqué la mémoire. Le problème,
depuis 2019. Je pourrais même vous nommer des ministres du temps de Bouteflika. Je pourrais en nommer. Mais Amar Ben Younous, il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, je suis incapable, moi qui suis pas un fin connaisseur, mais en tout cas un observateur de la politique algérienne, vous savez que je suis incapable de vous nommer un ministre tellement ça ne m'imprègne pas du tout. Et donc, je dis au président de la République, il est chef d'État. Si vous nommez un gouvernement, nommez des politiques et nommez pas des techniciens qui vont avoir peur de faire quoi que ce soit. Vous me posiez la question de tout à l'heure, est-ce que j'accepterais d'être ministre? Moi, je vous dis non, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que je n'aurai pas la main et il y aura des va-et-vient entre les conseillers du président et des personnes occultes derrière le président, et donc je ne pourrai pas faire ma mission. Et si je ne peux pas faire ma mission, qu'est-ce que je fais? En toute conscience, je pose ma démission. Vous connaissez un ministre qui a démissionné depuis 2019? Justement, on va revenir, parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements qui ont marqué la mémoire des Algériennes et des Algériens. On va voir quelques-uns. عليكم وعلى شوفوا الفلوس شرالو شوفوا الفلوس شرالو والله غير قريب موتنا ربي يسترنا ربي يا تبون اللي كلينا راح ناكلوا الوقت. كما استمع لشروحات قدمتها الأطقم الطبية حول وضعهم الصحي والإمكانات البشرية والمادية المسخرة. Abdelkarim Zghilech, beaucoup d'événements se sont survenus ces derniers temps, notamment cet été, à commencer par la tragédie de l'orphelinat, le drame de Boumerdès et beaucoup d'autres. On peut dire que ça peut arriver dans tous les pays du monde, y compris ceux les plus développés. Mais ma question, c'est que je reviens toujours à la responsabilité des ministres des secteurs concernés. On n'a vu aucun ministre prendre ses responsabilités et démissionner, au moins formellement. Pourquoi, selon vous? Vous savez, sans aucune paranoïa, je ne pense pas qu'en Algérie, le ministre a le droit de démissionner. Je parle de l'Algérie nouvelle, Al-Jazair al-Montasser, Al-Jazair al-Jadida. Je ne pense pas qu'un ministre a le droit de démissionner. Ce serait considéré comme une trahison, quelque part. On est en train de parler d'une secte, pas d'un gouvernement. Je pense que si un ministre doit démissionner dans l'Algérie de 2026, il doit demander l'autorisation. Il faut que cette autorisation, cette démission soit acceptée pour qu'il puisse quitter le navire. Prendre la décision personnelle, d'une manière personnelle, et déposer sa démission et partir. Je ne pense pas qu'un ministre en Algérie puisse faire ça, c'est-à-dire l'Algérie de 2026, l'Algérie de M. Tebboune. Je suis réellement convaincu de ça. Je suis réellement convaincu de ça. Ce n'est pas question qu'ils prennent par leur responsabilité. Ils n'ont pas le choix, j'ai l'impression. Et je suis personnellement, je suis réellement convaincu de ça. Aussi, d'un autre point de vue, d'un autre côté, pas complémentaire, pas de notre point de vue. Nous voyons généralement que les ministres, une fois leur mandat terminé, d'une manière ou d'une autre, fin de cycle, fin de mise hors service, d'une manière ou d'une autre, généralement, on a remarqué par plusieurs ministres, ils reçoivent de nouveaux plans de carrière pour autre chose. Donc, ils sont mis dans des ambassades, dans des min'am. Je pense qu'un ministre qui va démissionner va être exclu de ces possibilités de réaffectation. Donc voilà à peu près mes deux explications.
Merci Abdelkrim. Restez avec nous. Djamel Gsoum, non seulement il ne démissionne pas, mais il y a des cas où ils sont promus après une catastrophe. C'est le cas de l'actuel ministre de l'Intérieur, qui était ministre des Transports au moment de la catastrophe de Oued el-Harrach. À l'époque, il était ministre des Transports. On s'attendait à ce qu'il soit limogé de son poste parce qu'il a failli, parce qu'il y a un drame qui est survenu dans son poste. Et il n'a même pas fait semblant de démissionner, mais il a été promu ministre de l'Intérieur avec, cerise sur le gâteau, le ministère des Transports. Pourquoi cette... Écoutez, il y a des bizarreries, pas en politique, parce qu'en politique c'est beaucoup plus clair, il y a des bizarreries dans le monde politique, particulièrement en Algérie, où il n'y a pas vraiment de côté, je dirais, rationnel, des choses explicables et donc analysables. Et donc on ne peut pas analyser ce fait parce que c'est un mystère, pas ministère, mais mystère, ça ressemble de l'administration publique algérienne. Mais cela, en même temps, on le retrouve aussi dans d'autres pays. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'en Algérie que ça se passe. Ça se passe aussi en France, ça se passe dans beaucoup de pays. Donc ce n'est pas une bizarrerie. Mais je souhaiterais juste revenir un peu à votre question précédente. Moi, par exemple, qui n'accepterais jamais un poste non indépendant, c'est-à-dire ministre, moi, par exemple, j'ai envie de proposer au président Tebboune, sans aucune, je dirais, aucun salaire, aucun lien de subordination, ça c'est important, de proposer un plan national de la protection de l'enfance en Algérie et sur tout le territoire en Algérie et faire que... C'est intéressant et c'est de l'actualité. Non seulement c'est de l'actualité, mais ce sont des choses que j'ai mis en place dans d'autres pays, aux États-Unis, en Centrafrique, au Sénégal, en Russie, et pourquoi pas en Algérie. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que être ministre en Algérie, je ne pourrais pas, parce que 48 heures après, je démissionnerai. Ou alors je rentrerai en prison, parce que je ne pourrais pas accepter que l'on me confie une mission pour laquelle je n'assumerai pas complètement. C'est de proposer ce plan national de protection de l'enfance et remettre un schéma national qui fasse que non seulement la catastrophe de l'orphelinat ne se reproduise plus, mais plus encore que cela, qui est même parfois plus important, parce que des incendies dans un orphelinat, on n'en a pas vu beaucoup, mais la maltraitance des enfants. La maltraitance, vous savez, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe le fait de ne pas prendre soin d'eux, de ne pas prendre soin de leur santé mentale, de ne pas prendre soin de leur santé éducative. Et moi, ce que j'ai envie de proposer, sans un centime de salaire, parce que c'est important pour moi. Ça vous engage, hein? Moi, ça m'engage, bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai une proposition sur 184 pages qui est déjà prête, qui peut être mise en œuvre dès demain. Et je peux vous assurer que la protection de l'enfance, elle a son importance. Ça évite la récidive de la délinquance en prison. Ça évite tout ce qui est toxicomanie. Ça évite aussi les violences au milieu scolaire. Et ça évite beaucoup de choses. Mais je ne le ferai pas en tant que politique, je ne le ferai pas en tant que prestataire. Je le ferai bénévolement pour mon pays, sans un centime de salaire. Il est prêt, le projet? Il est prêt. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Bien sûr. Dans une émission comme ça, on peut en parler? On peut tout à fait en parler avec des détails bien précis sur le schéma national, sur ce que comporte une unité. Il faut d'ailleurs arrêter de dire orphelinat, parce qu'il y a des enfants qui n'ont plus leurs parents pour d'autres raisons. Vous voyez? Et donc l'approche scientifique de la chose, les sciences sociales, c'est ce que je fais depuis 38 années, 1987, 39. Changer de spectre et faire que la protection de l'enfance, soit au cœur d'un projet politique, que le président Tebboune le prenne à son compte, qu'un ministre le prenne à son compte. Je n'ai pas de problème avec cela. Et donc, on pourrait tout à fait en parler dans les détails, vous donner des exemples concrets sur comment on crée une unité, une maison d'enfants à caractère social. Tel est le nom adopté partout dans le monde. Et donc, vous auriez l'éducatif, la santé, le médico-social, l'accompagnement, et vous auriez toute une batterie. Le projet, 183 ou 184 pages, il est prêt. Vous dites ça m'engage, je m'y engage, parce que j'aime mon pays et je ne peux pas supporter de travailler partout dans le monde, apporter mon expertise partout dans le monde, sans que je ne le fasse en Algérie. Je veux maintenant, à l'âge qui est le mien, terminer ma carrière sur cela, sur une donnée de 5 ans. Je donne 5 ans de mon temps. Je ne demande pas un dinar.
laissez-moi faire, et vous verrez dans 5 ans les choses, comment elles évolueront. Mais c'est un sujet d'importance, c'est un sujet Très politique, c'est un sujet politique éminemment politique. pour les politiques. Ça engage le ministère de l'Éducation, des Affaires sociales et de la Famille, le ministère de l'Habitat pour les unités d'hébergement. Ça engage tous les ministères. Et donc, ça doit être porté politiquement par le président de la République et que j'ai des mains libres pour le mener et non pas être, je dirais, squeezé et ne pas mener ce projet à terme. C'est le projet, de mon point de vue, je l'ai vu dans beaucoup de pays au monde. Les Japonais sont venus me voir à ce sujet. La télévision NHK est venue me voir à ce sujet dans le 93. Et donc, tout le monde est venu me voir sur ce sujet. J'ai envie de le faire pour mon pays. C'est un sujet très épineux. J'espère qu'on en reparlera avec plaisir dans le détail et plus particulièrement sur ce projet que vous proposez pour les enfants algériens. Tebboune veut organiser un dialogue à la rentrée sociale prochaine. Nous allons l'écouter. الأحزاب اللي دارت المؤتمر تاعها حسب ما ينص عليه القانون، قانون الأحزاب. أنا مع الدخول الاجتماعي وجو فولدي نتوما نلتزم بالحوار مع الأحزاب، مع الدخول الاجتماعي نلتزم بالأحزاب اللي اليوم ماشية مع القانون، دارت المؤتمرات نتاعها وإلى آخره. Je peux pas dire plus. Abdelkrim Zrilesh, il annonce un dialogue social, enfin un dialogue national à la rentrée sociale. Il n'a pas encore désigné un Premier ministre qui formera un gouvernement. Doit-on dire ou analyser que le prochain gouvernement sera désigné après le dialogue avec les partis politiques, ou est-ce qu'il va désigner un gouvernement avant même de consulter les partis politiques ou d'aller vers ce dialogue? Franchement, ça, là, tu me poses un lapin, là. Cette question-là, c'est imprévisible. Il n'y a aucune façon de répondre. On ne peut pas sérieusement répondre. On ne peut pas répondre à cette question d'une manière sérieuse sans avoir aucune donnée de base. Les deux cas sont possibles. Mais le plus important dans cette histoire-là, que ce soit le dialogue va être lancé avant ou après la consultation avec les partis politiques, c'est ce terme-là qui est récurrent et qui revient maintenant, et c'est devenu une mode pratiquement, le dialogue national avec les partis politiques. C'est une rhétorique. Maintenant, je dirais, on s'est habitué, les observateurs, les gens qui suivent ce qui se passe en politique en Algérie, si on peut appeler ça de la politique, bien sûr. Ce genre de rhétorique, maintenant, on s'est habitué à ce genre de phrase, dialogue avec les partis politiques. Est-ce qu'on est obligé de répéter que les partis politiques eux-mêmes ne sont pratiquement, la majorité écrasante des partis politiques, ne sont qu'une fabrication du régime lui-même? Combien de partis, combien là maintenant, nous trois, autour de ce débat-là? Et comment Abdelkrim Zrilesh, et comment peut-on aller à un dialogue national alors que plusieurs associations ont été dissoutes, des partis politiques ont été suspendus, leurs sièges ont été mis sous scellés, des militants sont en prison? Aller dialoguer de quoi en fait? Ils vont dialoguer entre eux. C'est un dialogue de sourds entre personnes intégrées dans le même régime, le même système. C'est un discours. Mais il faut pas s'étonner. Pour ça, ils ont toujours fait ça. Ça fait maintenant 5 années qu'ils font ça. Ils discutent entre eux-mêmes, ils prennent des décisions entre eux-mêmes, et dans un cercle bien déterminé. Et les gens qui sont en dehors de ce cercle-là, ou bien ils sont totalement marginalisés, ou bien ils sont mis en prison. Ils ont la solution pour la société, c'est le tout sécuritaire. C'est ça la solution pour la société. L'utilisation de la justice, l'utilisation des services de sécurité. Maintenant, on a même plus
la retenue pour en parler. Maintenant, c'est devenu tellement flagrant, hein, nationalement et internationalement. Pour la société, il y a la société civile ou la société en elle-même, il y a la solution du tout sécuritaire en utilisant la justice et les moyens des forces de sécurité ou les moyens de sécurité. Maintenant, pour le régime en lui-même, c'est les médias qui diffusent une certaine propagande pour dire qu'il y a une certaine activité politique, il y a une réflexion politique, il y a une activité politique, il y a un discours politique et il y a une négociation, une discussion, des référendums autour des élections, ce qu'on a remarqué lors des dernières élections législatives. Donc, le régime parle à lui-même. Pour finir, je vais vous donner une anecdote durant ce que j'avais remarqué. Très rapidement, parce qu'on a débordé sur le temps de l'émission, il nous reste moins d'une minute. Oui, très court. Lors de la dernière rencontre de M. Tchibouane avec la presse, il avait parlé à un certain moment des banques en disant que les banques me dérangent énormément. Je suis, c'était en arabe, c'est-à-dire je suis énervé, on peut dire, à peu près, je suis énervé contre les banques. Alors qu'en Algérie, toutes les banques sont sous la tutelle exclusive de la Banque d'Algérie, de la Banque centrale. Et la Banque centrale est sous la tutelle directe de la présidence de l'État. C'est-à-dire dire que les banques dérangent le président de la République, cela a été repris sur la presse. Les banques dérangent le président de la République. Logiquement, cette phrase-là induit à quoi? Le président de la République se dérange lui-même. Je pense que cette phrase-là répond au reste. Merci Abdelkrim, merci. Un dernier mot Juste un dernier mot pour dire que si M. Tebboune est cohérent avec ses dires, il ne doit pas nommer de gouvernement au mois d'août, il doit attendre le dialogue social. Très bien, merci Jamel Gessoum, merci Abdelkrim Zrilesh, merci à nos chers téléspectateurs, nos chères téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de Paris, à 20h d'Alger. Merci encore une fois.